essentiel. Bonjour à tous. Alors il faut dire suivant. C'est du vocal. Et éventuellement, on peut rajouter un petit swipe de la main, c'est encore plus stylé. Ok, parfait. Et donc, 25 minutes, c'est 25 minutes. Ok, 25 minutes time chrono. À toi. Ok. Alors, premièrement, donc, je m'appelle Heider. Ça fait quelques années que je me suis exilé en Suisse, mais je viens d'Haguenau. Donc, on va juste demander à passer à la slide suivante. Et quand je parlais à Christophe, il me demandait qu'est-ce que vous faites en santé, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter. Et je lui disais, voilà, moi, sur mon parcours, dans la santé, ça fait une dizaine d'années, il y a un fil conducteur. C'est oui, j'ai toujours utilisé ces études actives sur Internet pour faire des stratégies de marque, des stratégies commerciales qui, j'espère, ont été gagnantes pour donc, les marques sur lesquelles j'ai travaillé. Alors, effectivement, je disais que j'ai un parcours atypique, non pas parce que je viens d'Haguenau. Est-ce qu'il y a des gens d'Haguenau dans la salle ? C'est dans le nord de l'Alsace, ouais, bah voilà. Donc, c'est pas que je me suis ennuyé à Haguenau, je suis parti pas à cause de ça, mais tout simplement, voilà, j'ai travaillé à la fois dans le corporate. Donc, je vais passer à travers cette présentation. Je vais vous montrer vraiment, comme si vous étiez dans ma voiture derrière moi. Je vais vous présenter comment ça se passe dans un labo de 7000 personnes, dans la direction d'un département digital. Quels sont les enjeux à la fois pour un département marketing digital et pour la boîte sur 50 pays. Et puis comme vous voyez, donc, j'ai aussi eu la chance d'être un entrepreneur sur différents cas. Je peux citer par exemple une biotech dans laquelle j'étais dans les premiers employés qui s'est fait racheter par Gedeon Richter pour 1,5 milliard d'euros. Donc du coup, c'est aussi cette notion de dire de l'hypercroissance quand on est une start-up. Est-ce qu'on peut utiliser des outils du web dans ce genre de cas pour structurer des marques? Suivant. Donc Ferring Pharmaceutical, alors c'est une boîte qui n'est pas très connue, et c'est d'ailleurs tout le problème de cette boîte quand je les ai rencontrés il y a 2 ans. Ça c'est par exemple la photo du nouveau siège à Copenhague. Donc si vous allez je ne sais plus où il était le blogueur, si vous allez en blog voyage visiter Copenhague, peut-être dans quelques années vous allez voir cette soucoupe volante sur le bord de l'eau. Mais ce qui est intéressant avec Ferring, au-delà de l'architecture, c'est que c'est une famille qui possède ce laboratoire. Donc du coup, pour ça, il y a une véritable vision long terme de vraiment faire un impact sur la société. Et donc on n'a pas de financiers qui vont nous dire, voilà, au stock exchange, on doit annoncer des choses. Non, on a vraiment une personne qui détient une boîte qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires sur 3 zones thérapeutiques ici, donc la fertilité, la gastro-entérologie et l'uro-oncologie. Et donc quand j'ai rencontré, slide suivante s'il vous plaît, quand j'ai rencontré donc Ferring, il n'y avait vraiment aucune voix de cette société à l'extérieur. Donc problème pour attirer des candidats. Donc, les gens ne nous connaissaient pas, donc c'est difficile de lâcher votre boulot quand vous allez pour une boîte que vous ne connaissez pas. Il y avait aussi donc nos médecins connaissaient nos data cliniques, mais ne connaissaient pas l'histoire du laboratoire et notre vision, donc notre impact sur le long terme. Et finalement, ce qui était encore plus dommageable, c'est que les patients nous ne connaissaient pas. J'ai déjà donc parlé ce matin, j'ai invoqué une question sur le régulateur. J'ai des lois qui m'empêchent de parler de mes produits aux patients. Et donc du coup, personne ne connaissait Ferring. Donc on s'est dit, avec plusieurs personnes qui voulaient changer le labo il y a 2 ans, comment faire pour vraiment changer ça et se dire, cette boîte-là, elle va être dans 500 ans, on va continuer d'être le seul acteur à impacter la création de familles. Donc moi j'aime bien dire, je suis dans le baby business, on aide des familles à avoir des enfants. Donc, slide suivante. Donc à travers cette présentation, j'ai envie de vous montrer tous les blocages et toutes les solutions que personnellement et avec mon équipe, on a dû en tout cas contrer. Et le premier, c'est cet effet de parade digitale. Donc tout le monde, quand je suis arrivé, tout le monde me parlait du digital, mais c'est comme du sexe chez des adolescents, tout le monde voulait en faire, et en parlait beaucoup, et finalement, pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez concret, orienté performance, et puis il n'y avait rien. Donc honnêtement, il y avait beaucoup d'agences, beaucoup de vendors, et j'ai rien contre vous, vous faites un travail magnifique, mais nous, ça ne nous a pas aidé, soit à vendre plus de molécules, bah oui, on est une boîte qui fait aussi ça, mais ni à impacter notre vision. Suivant.
Donc, petit jeu, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous avez ici, à votre gauche, une boîte de la tech, à droite, une boîte de la santé. Quelqu'un pourrait me donner un nom? Je vous aide un petit peu pour les industries. Quelqu'un pourrait me donner un nom à gauche? Qui c'est? Facebook, je vous le dis, on a un peu un problème de temps, donc c'est Facebook. Slide suivante. Et ce qui est intéressant sur cette croissance, et ce qui, d'un point de vue macroscopique sur mon industrie, vous voyez que Novartis, que vous connaissez tous, ils sont à côté, on a un acteur de la tech qui est en hyper croissance et en train de générer du net profit, du net income, qui est assez fort. Donc quand moi je montre ça à mon exec committee, alors je suis désolé, j'utilise beaucoup d'anglicisme, il ne faut pas m'en vouloir, c'est pas pour faire genre, mais je montre ça à mon exec committee, ils me disent « Ah ouais, d'accord, nous avec nos 2 milliards, on est un peu à la traîne là. » Donc vous voyez, on ne veut pas devenir le dinosaure, le Kodak de notre industrie. Slide suivante. Donc ici, ce qui est intéressant, et là où si vous êtes dans la santé ou si vous avez envie d'aller dans la santé, un des moyens de donner de l'argument pour faire ce changement, c'est de dire, mais regardez, aujourd'hui, les investissements en R&D, pendant très très longtemps, ça a été la pharma qui investissait en R&D. Normal, on avait des enjeux de santé. Aujourd'hui, la R&D, elle n'est plus en santé. Donc ça, c'est un autre fait macroscopique qui fait qu'on doit avoir voilà, un réveil assez costaud. Slide suivante. Donc, première chose, avant de tomber dans des outils, je me suis dit, aujourd'hui, en tant que société, on n'est pas structuré à adopter le changement. Donc le premier gros changement que j'ai fait, le gros chantier que j'ai fait, j'ai créé une équipe qui est finalement divisée en 3. Une boîte, une équipe qui va se focuser sur le futur. Aidez-moi à co-créer le futur de cette boîte pour les 50 prochaines années. J'ai une équipe qui va se focaliser sur les marques qui vont se lancer dans les 3 années. Donc là, c'est du marketing tactique, opérationnel, classique. Et j'ai une équipe qui va aider mes 50 filiales à optimiser le business de la vie de tous les jours avec nos visiteurs médicaux, nos communications sur nos données cliniques, etc. Slide suivante. Et finalement, alors, j'utilise ce truc depuis 10 ans, ça n'a rien changé. Et c'est ce que j'aime dans ça, c'est que ce n'est pas les outils qui font qu'on fait une transformation du business, c'est vraiment une approche step by step. Et vous voyez, je voulais juste vous montrer ici que on peut prendre n'importe quelle marque. Pour moi, j'ai toujours travaillé avec un véhicule de changement qui est la marque sur un marché. Mais par contre, j'applique autour de ma marque un écosystème de tactiques, dont le premier, c'est de l'écoute active sur Internet. Pourquoi? Parce que je veux compléter mes équipes recherche, market research, donc avec une masse de données qui finalement à notre portée. C'est comme si j'étais une mouche sur un mur et j'écoutais des conversations qui étaient là à portée de main. Et donc vous voyez que mes stratégies marketing ou business vont se nourrir de ces hypothèses, ces bruits que je capture sur la toile. Et finalement, le reste, c'est du classique. On en a vu aujourd'hui, le SEO, la création de présence, le performance marketing. C'est des choses qui en découlent. Slide suivante. Donc si je zoome sur ce step 1, aujourd'hui, moi, alors c'est une définition en interne. Elle est fausse, elle est bien. Il y a plusieurs courants de pensée. N'hésitez pas à me démonter sur LinkedIn et Twitter, si vous voulez. Mais aujourd'hui, pour nous, on l'a déposé comme ça. C'est-à-dire, on définit des écoutes plutôt qualitatives. On va vraiment se prendre du temps, on va vraiment se focuser sur le pourquoi et des études, plutôt un monitoring, plus pour prendre la température. Donc là, vous avez plein de solutions qui font ça. Mais déjà, de poser un vocabulaire en interne dans mon équipe et dans 50 filiales, vous imaginez pas comment c'est difficile. Donc, c'est la suivante. Et donc, aujourd'hui, sur la marque corporate, pour revenir à Fering, on en a fait ce genre d'études pour comprendre où est-ce qu'on en était. Est-ce que des gens nous connaissent? Est-ce qu'on a une disparité d'un pays à l'autre? Est-ce qu'on a finalement des clusters linguistiques plutôt que des clusters régionaux? Donc, toutes ces questions-là, on a commencé à avoir des réponses. C'est la suivante. Et donc, aujourd'hui, pour moi, ce qui était important, c'était de pouvoir mapper, on a parlé de Customer Journey, de chemin du patient ou du chemin du client. Vous vous rappelez, je crois que c'était dans ta présentation, Bruno, il me semblait cette pyramide 90%, 10%, 1% d'influenceurs. Vous vous rappelez de cette slide ce matin? Et ben en fait, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je me dis, j'ai envie de capturer le 1% d'influenceurs, parce que potentiellement, c'est mes ambassadeurs, c'est mes leaders d'opinion en santé. J'ai envie de capturer les 9% de personnes qui discutent aujourd'hui,
en bien ou mal, en pharmacovigilance sur certains programmes, je suis obligé de le faire. Et par contre, j'avais un souci, slide suivante. J'avais aussi besoin de capturer cette grande masse de silencieux qui faisait qu'observer. Et donc c'est pour ça que quand on parle d'outils, moi je combine plusieurs outils ensemble, finalement plusieurs tactiques ensemble, pour pouvoir mapper. Par exemple, ici c'est un outil, ils sont, il me semble, sur Genève, ils doivent être aussi aux États-Unis, qui me permet, sur la base de l'API Search, de pouvoir aussi mapper les gens qui recherchent. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous êtes malade, ce que vous faites, on parle de réseaux sociaux, c'est chaleureux, etc. Mais en fin de compte, vous avez une page très froide. Votre premier step, c'est une page très froide qui s'appelle Google. Et donc, ces gens-là ne communiquent pas. Ces gens-là recherchent. En santé, en tout cas, c'est ce que j'ai. Et donc, j'avais besoin de compléter comme ça tout mon panorama avec une combinaison d'outils. Slide suivant. Et en fin de compte, on est très mauvais, en tout cas moi dans la santé, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'on a plein de données, mais on ne les utilise pas. Donc soit elles sont très très vieilles, les données qu'on a, et finalement quand on commence à se structurer pour mettre du sens sur nos données, on commence à en voir. Typiquement ici, c'est des vraies données que j'ai de mes cibles, des urologistes là, et des urologues, pardon. Et vous voyez que je commence à avoir des préférences de canaux, et quand je combine donc nos données internes avec des attentes externes, je commence potentiellement à sentir quel est le type d'expérience que je pourrais leur apporter en plus de mon visiteur médical. Donc, premier symptôme, pour résumer, je fais du marketing finalement comme un dinosaure, on n'aime pas ça, donc on s'est dit, il faut changer, on va pas continuer à faire ça. Deuxième. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on faisait que du push en fait. On envoyait une armée de visiteurs médicaux. Le web, on n'en faisait pas, tout simplement. Et donc du coup, on n'avait même pas de retour. On ne savait pas ce que nos médecins, dans ce cas-là, par exemple, voulaient de nous. Donc ils allaient directement, par exemple, je sais pas, dans des sites communautaires spécialisés de médecins, mais la pharma était totalement bypassée. Slide suivant. Donc en interne, on avait aussi un gros problème. On était devenu très lent, on avait beaucoup de silos. Donc quand vous commencez à être 7000 personnes avec une culture du légal, etc., c'est très compliqué. Vous veniez avec une nouvelle tactique en disant « Oh, on va faire des études sur Internet ». L'adoption d'une étude sur Internet, personne n'en ferait. Et donc on avait aussi des expériences de marque qui étaient totalement déconnectées des attentes des consommateurs. Donc pour tout ça, pour aller, je vais un peu vite, mais après on aura le temps de discuter à la pause si vous voulez, on avait de l'autre côté un monde qui commençait à exploser. Vous avez vu les chiffres de Facebook. Donc on avait aujourd'hui des patients qui commençaient à prendre une voix, et une voix qui pèse. Donc je pense que chez vous, vous êtes peut-être allé voir un Wikipédia et challenger votre docteur en disant « mais moi je suis allé voir sur Wikipédia et j'ai eu ça ». Puis il vous déteste à cause de ça, du coup, le médecin. Mais du coup, ici, on a aussi des startups maintenant qui commencent à venir sur ce marché et qui commencent à créer des expériences beaucoup mieux que nous. Donc on a tout un écosystème externe qui est en train d'être disrupté. On a une lenteur qui est en train de s'installer. Donc vous imaginez pour une marque qui ne peut pas communiquer avec ses patients, pour des raisons légales, on commence à avoir des soucis. Slide suivant. Donc ce qu'on a fait, on a commencé à, comme pour du design thinking, on a commencé à se dire, bon, on reboot, on a pris tous nos general managers de toutes les filiales, on a pris voilà, notre board, on leur a dit qu'est-ce qu'on veut faire. Et la vraie réponse qui était intéressante de dire, c'était, si on disparaissait demain, on manquerait à qui? En fait, sur tous nos produits, qu'est-ce qui fait de nous qu'on a une histoire et une vision qui serait primordiale pour la société? Et il s'avère qu'on est donc le market leader dans tout ce qui est l'infertilité, donc tout ce qui est FIV. Et aujourd'hui, on est le seul à innover dans cette zone thérapeutique parce que c'est notre plus grosse zone thérapeutique. On a tout intérêt à y aller. Et donc, on a vraiment, c'est la suivante, on s'est vraiment cassé la tête à mapper notre évolution du patient, du consommateur, tous les stakeholders du gouvernement, qu'est-ce qu'on apporterait à un niveau sociétal, quelle serait notre voix, qu'est-ce qu'on devrait apporter comme expérience pour des couples, et même la définition d'une famille change de pays en pays, de génération en génération. Donc ça a commencé à germer. Slide suivante. Et en même temps, en interne, on s'est dit, mais attendez, on est en train de parler de créer des familles à l'extérieur, mais nous-mêmes, si on se regarde nous-mêmes,
on est une famille qui est totalement morcelée. Donc, est-ce qu'on peut recréer l'ossature d'une famille qui parle avec la même vision, les mêmes principes, etc. Donc, on a dû aussi en interne rebooter ce qu'on appelle chez nous les leadership principles, et on a dû les rebooter finalement comment on devait agir au quotidien. Alors, ça paraît très très éloigné du digital, mais je peux vous assurer que le petit point qui s'appelle performance innovation, si je n'avais pas ça aujourd'hui, je ne pourrais pas imposer à un chef de produit dans un marché que oui, une partie de ses objectifs doit être indexée sur des activités digitales s'il veut devenir un directeur de marque. Donc ça paraît tout bête, mais en imbriquant comme ça des fonctions, des tactiques au sein d'une société, ça nous a permis d'avancer. C'est là-dessus. Et quand je parlais de famille interne, et quand on a commencé du coup à mieux comprendre notre marché, avec toutes ces données, avec tous ces acteurs, on s'est dit, mais autour de nous, il y a une grosse famille d'acteurs qui sont déjà là en train de faire des choses pour les mêmes clients. Et là, c'est une photo de CB Insight du marché du Women Health Tech. Donc en fait, voilà, c'est toutes les startups qui impactent notre zone de marché. Et là, on s'est dit, ah ouais, ils ne sont pas 3, ils sont une quarantaine, et tous ensemble pèsent plus que nous réunis avec toutes les autres pharma. Donc on s'est dit, il y a quelque chose quand même, il y a en tout cas un bridge, un pont à monter avec ces gars-là. C'est la suivante. Donc, ce qu'on a commencé à sortir avec toute cette... ça, c'était 2018 à peu près. On a commencé à se poser sur un index de maturité pour savoir si on fait quelque chose, on commence sur quelle marque, on commence sur quelle région. Si on commence à adopter des canaux, on commence sur quel canal, parce que du coup, il fallait quand même avoir une certaine célérité, une agilité pour le faire. C'est la suivante. Et du coup, ça nous a imposé de totalement casser l'organisation de notre département. Par exemple, si vous regardez en 2015, mon département était une entité totalement en silo qui faisait du digital. On s'amusait à tester des choses, du VR. Voilà. Et puis vous regardez, plus on va vers la gauche, alors je sais, le diagramme est un peu bizarre, et plus on a commencé à dire, mais finalement, ce mot digital, nous, on l'aime plus. On fait du marketing et on fait du business. Et on en parlait hier au restaurant. Ce mot du digital marketing, pour nous, il est fini. On fait du branding, on fait du business. Et vous voyez, on est en train d'aller vers une totale intégration de ces tactiques dans le mix des marques. Donc, on a commencé à tester. Alors, à notre échelle, on a commencé à se dire, ça c'était l'ancien CEO de Fering qui a découvert le selfie. On a fait, par exemple, aujourd'hui, on a commencé à sortir de notre grotte. Et la réponse, honnêtement, était assez intéressante. Les gens nous ont dit, on ne vous connaissait pas, et c'est intéressant, ce que vous avez à dire est intéressant. Et donc ça a commencé à nous encourager. Et ce qui est intéressant ici, ce que vous voyez, ce n'est pas des photos stock. On a commencé à vraiment, grâce à la préparation au niveau RH, à prendre nos employés avec nous. Donc sur 7000 employés, ça vous fabrique quand même pas mal d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Ça suivant. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que finalement, cette famille, elle est beaucoup plus grande qu'on y pensait, parce qu'il y a des familles de marques, comme Lego, avec qui on a fait une campagne interne et externe. On a créé un Lego Baby de 50 000 pièces de Lego. Ce petit garçon là pèse une demi-tonne. Et on l'a fait voyager dans le monde entier, à tous nos congrès, dans toutes nos filiales. Et ça, c'est ma collègue Lindsay, qui est sa maman par intérim, on va dire. Et vous voyez que ce qu'on a commencé à faire, on a commencé aussi à maturer notre parole sur Internet et notre façon de s'exprimer. Vous voyez le hashtag Project Family, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres personnes qui s'étaient approprié ce hashtag Project Family, mais que la conversation, elle n'était pas assez animée. Et puis nous, on s'est dit, bon, voilà, on ne va pas inventer un nouveau véhicule en hashtag, on va prendre celui-là et rentrer dans la conversation avec ce qu'on a à dire. Slide suivant. Et ça a continué. Et du coup, on a eu encore plus de demandes. On a eu des employés qui nous disaient, mais nous, on veut faire partie, c'est génial, on veut aider à vous pousser. Et ça, c'est mes vrais collègues. Là, la personne que vous voyez... donc en partant de la droite, à côté de la fille à lunettes, c'est notre nouveau CIO, Per Falk, qui se prête au jeu et qui nous pousse aujourd'hui à vraiment ouvrir les vannes. Slide suivant. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand je parle de ce Project Family et ce mouvement qu'on essaye de créer, là, sur des sujets qui sont peut-être plus CSR, où on se dit on pourrait vraiment avoir un impact. Par exemple, aujourd'hui, il y a des femmes qui meurent en Afrique, en Inde, par rapport à des problèmes de structure, du fait qu'elles saignent beaucoup au moment de la délivrance du bébé. Aujourd'hui, nous,
on a des technologies en termes de molécules qui permettraient de sauver la vie de ces femmes. Et ça, le fait de commencer à s'ouvrir au monde, ça a créé un partenariat unique avec le World Health Organization à Genève, avec Merck for Mothers, une autre boîte pharma, de dire nous, on va aller faire la plus grande étude clinique sur 35 000 patients pour aller vraiment en donnant à coup. On ne fait pas d'argent sur cette opération, on veut sauver des vies. Et ça commence aussi à nous montrer que oui, on peut avoir un impact sur notre marché. Et donc là, c'est juste pour vous montrer un petit extrait qu'on commence maintenant, on a commencé de manière globale en anglais, et on a aussi aujourd'hui des filiales comme au Brésil, on a aussi des influenceurs. Vous voyez la fille en bas avec le Lego Baby, c'est le premier bébé FIV du monde. Donc on commence aussi à avoir dans les communautés de niche des personnes qui nous disent « Ah ben oui, cette boîte-là, elle est unique, elle fait les choses, ils font partie de la famille. » Slide suivant. Et je vous ai dit, j'aime bien le business. À la fin, on est quand même une boîte pharma. Donc aujourd'hui, mes visiteurs médicaux me disent « C'est bien ce que vous faites d'un point de vue corporate, mais par contre, est-ce qu'on peut apprendre pour le B2B ?» Et là, par exemple, on commence à faire du marketing automation, on commence à sortir du marketing peut-être un peu moins sexy sur le papier, mais on commence aussi à aller apprendre de ce qu'on a fait sur la marque corporate et le déclencher sur les marques ou sur la culture scientifique aujourd'hui qu'on essaie de disséminer sur nos canaux du digital. Pour boucler la boucle, je parlais de maturité, vous vous rappelez, mon diagramme araignée, ça passe aussi, et c'est ce que fait mon département. Je dis toujours un headquarter, c'est pas là où on va juste faire s'asseoir dans notre tour. On fait un peu ce travail un peu chiant de faire des guidelines, du training, et ça fait partie, par exemple, des 2 supports qui sont le plus utilisés dans ma boîte et qui me montrent l'appétit de mes collègues à venir rentrer là-dedans. Ça, suivant. Je vais aller plus vite sur cette partie-là parce que c'est un peu plus rébarbatif, mais en termes de gouvernance, on a mis en place des maisons de process qui sont assez rigides. Vous voyez, je commençais par l'online listening, et vous voyez qu'en fonction de la maturité qui augmente, on commence à intégrer de plus en plus de tactiques dans cette campagne. C'est la suivante. Et puis, je parle toujours de management parce que je suis en pharma. Donc, les gens me disent, normalement, vous, en pharma, vous avez peur. Vous n'allez pas sur les réseaux sociaux. Et nous, on a monté quand même aujourd'hui de la gestion de risque sur ces réseaux sociaux avec, par exemple, du tag intelligent, avec du monitoring en pharmacovigilance qui nous permettent tout simplement d'être sûr d'avancer avec notre propre rythme, avec une bonne mesure. Slide suivant. Et vous voyez là, c'est des exemples, peut-être que vous allez partager ça après avec l'audience. C'est simplement, je voulais vous montrer des outils que j'utilise au quotidien avec mes community managers dans le monde entier pour leur permettre de mettre des poids sur la criticité d'un message pour déclencher ou non, soit des processus de crise, si c'est très 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 grave, ou en tout cas des opportunités marketing pour surfer dessus si c'est le cas d'un influenceur. Alors, je voulais finir quand même par un peu une ouverture sur ce qui m'attend demain. En faisant ça, vous allez me dire, est-ce que finalement ça apporte quelque chose au business? Vous avez vu sur plusieurs champs, internes, externes, oui, on commence à avoir des impacts. On commence aussi à pouvoir connecter l'impact de la marque corporate sur nos ventes, parce qu'aujourd'hui, un médecin qui croit dans ce que l'on fait est un médecin qui va potentiellement plus être réceptif à inviter mon visiteur médical ou mon responsable médical à la discussion. Donc la marque corporate a bien un impact sur le business. Et finalement, quand on commence à écouter ce marché et qu'on a des véhicules pour capter cette information, là, on a commencé à sortir des pilotes où, typiquement, j'ai un iPad qui va commencer à écouter des conversations, bien sûr avec le consentement, GDPR, tout ça, mais c'est au Japon. Et du coup, on commence à vraiment capter des données à plusieurs points. Donc, le visiteur médical est un point de collecte de données, le digital est un point de collecte de données. C'est la suivante. Et ça nous donnerait quoi demain? Finalement, c'est un monde où je vais avoir des docteurs qui vont avoir des zones d'influence par de la data, qui vont potentiellement avoir leur propre outil Alexa pour les aider à se rassurer sur une prise de décision. Je vais avoir aussi des patients qui vont avoir des Alexa, qui vont avoir des prises de décision à rassurer. Et je vais avoir aussi potentiellement moi-même, en fait, chez moi, mon visiteur médical, grâce à son petit iPad, va se dire « Ah ben attends, ton docteur,
il a déjà parlé comme ça sur Internet avec son confrère, avant d'aller le voir, prépare ta slide de manière intelligente, ne lui parle plus du prix de ta molécule ou de l'efficacité de ta molécule, parle-lui plutôt par exemple, du mode d'administration. Parce qu'on arrive à capter, à écouter, et qu'on a de l'intelligence qui va se greffer sur l'ensemble de cet écosystème. Alors ça, c'est un peu du rêve, mais en tout cas, c'est ce qu'on est en train de voir arriver à grands pas, surtout grâce à ces acteurs de la tech que vous avez vus dans mon schéma. Merci à vous. Parfait. Je propose peut-être de prendre une question de Nicolas. Parce que je crois que tu connais un peu les sujets, donc vas-y. Le thème, c'est Matrix. Tu as beaucoup parlé presque plus d'offline que de line, en parlant toujours après de l'online. Pour toi, quel serait, entre les deux, le miroir grossissant ou amincissant de ce passage entre le monde offline et le monde online? Je m'explique. Tu reçois un signal et une information, un signal faible que tu interprètes. Online, qu'est-ce que ça se dit sur l'offline et qu'est-ce que l'offline te dit sur l'online? Tu as remarqué des effets agrandissants, amincissants ou autres? Alors oui, aujourd'hui, nous on fait de moins en moins la distinction entre ce offline et online parce que on se rend compte que cette expérience, elle est totalement imbriquée. Donc je m'explique, par exemple, un docteur qui va aller à un congrès scientifique va potentiellement s'exprimer sur un groupe, un forum avec d'autres médecins. Le fait que moi, acteur de ce congrès, pour lui délivrer la meilleure expérience, je vais apprendre et anticiper quel type d'expérience je dois délivrer à peut-être un type d'audience en Angleterre. Et ce qui m'intéresse après, donc ça vient de l'online vers l'offline. De l'offline, je vais avoir un visiteur médical. Imaginons que lui, c'est le docteur. Moi, je suis le visiteur médical. Je vais dire bonjour docteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le fait qu'il me donne, par exemple, son adresse email et le fait que je le connaisse parce qu'il fait partie d'un groupe, dans l'offline, je vais pouvoir récupérer tes attentes, récupérer tes besoins. Et quand tu rentres chez toi à la maison, non seulement tu as un email qui t'attend avec des informations scientifiques que tu voulais, mais tu as aussi un rendez-vous avec potentiellement un groupe, un forum de discussion offline qui sera organisé, ou online si c'est un webinar. Donc pour nous, finalement, on a des points d'intérêt avec nos marques et nos visiteurs médicaux qui vont nous aider à aller entretenir cette chaîne, en fait. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Ça fait toujours peur, la format, ou non, ça? Pourtant, vous avez Novartis à côté. Pas de questions là? Si, là. Si, deux. On va juste apporter le micro parce que ce sera plus simple. Merci pour la présentation. Ma question est la suivante. Il y avait un premier canal chez les labos, celui des délégués médicaux, les visiteurs médicaux, qui travaillent avec un marketing bien particulier. C'est les échantillons gratuits, les invitations au congrès, un billet d'avion par là, etc. etc. Alors aujourd'hui, avec la digitalisation, comment, je voudrais savoir, dans votre cas et dans le secteur, comment les visiteurs médicaux réagissent? Parce que souvent, ils constituent une sorte de résistance face à l'arrivée de la digitalisation, puisque les labos veulent aller directement parler aux patients, parler aux médecins à travers un webinaire, à travers un certain nombre, et surtout que c'est plus éthique à l'heure d'aujourd'hui. Merci. Ouais. Alors c'est une bonne question parce que pendant 10 ans, quand on parlait du retard dans la santé, c'était surtout parce qu'on avait une éducation qui était faite par des vendeurs de prestations. Donc on nous disait, prenez ce CRM, monsieur, vous allez faire un leapfrog, vous allez sauter sur une nouvelle génération d'interactions avec votre docteur. Et ça n'arrivait pas parce que le taux d'adoption de ces outils du digital était très, très, très faible. Et donc, quand le sales rep regardait ça, il disait, finalement, moi, je vais te checker les box pour dire que j'ai fait le travail pour obtenir mon bonus. Et finalement, le truc, je ne vais pas le faire grossir parce que peut-être ça va me remplacer. Donc, nous, la vision aujourd'hui qui fonctionne, c'est de penser en ligne de vente. Donc, certaines molécules de plus de 10 ans ne sont pas aussi complexes en termes de compréhension, parce qu'elles sont déjà sur le marché. Donc j'ai plus d'intérêt à envoyer un visiteur médical. Un visiteur médical, en coût par touchpoint, en gros, ça coûte à peu près $200. Donc c'est quand même cher, parce qu'il y a un peu de régulation, etc. Donc aujourd'hui, sur des vieilles molécules, on se dit, première ligne de vente, je vais mettre un email.
j'achète une base d'email et je vais mettre un email. Deuxième ligne de vente, le docteur a une question, le petit chatbot par exemple que vous voyez, ou le téléphone que le docteur va prendre, je vais avoir un télésales marketing ou un télésales rep qui va être formé pour répondre à un médecin. Là, je tombe à des 90 $, $100 du touchpoint. Et dès qu'il y a une demande de dire non, vous docteur, je voudrais que vous veniez chez moi parce que j'ai envie de vraiment parler pendant 20 minutes sur ce sujet critique. Là, du coup, j'ai déclenché de l'inbound marketing pour vraiment préparer une visite. Et ça, aujourd'hui, le visiteur médical voit ça comme un compagnon pour filtrer le bruit. Parce que lui ne veut plus venir en disant « Docteur, j'ai besoin de 2 minutes de votre temps. » Et en 2 minutes, qu'est-ce qu'on fait comme vente? On ne fait rien. On entretient simplement des petites graines et ça ne marche pas. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à retrouver de la valeur ajoutée et de transformer ces visiteurs médicaux comme partenaires plutôt que comme des adversaires. Merci Haïdar d'être venu. Merci aussi, beaucoup. Merci. De Genève. Merci. À côté, Lausanne. Lausanne.